quels sont les camps qui s'opposent, quels sont les pays. Alors, il y a de côté, grosso modo, il suffit de faire le décompte des sièges vides lorsque M. Netanyahou a parlé à l'Assemblée générale des Nations unies. C'est les 2 tiers de l'humanité qui sont opposés au conflit. Et nous appartenons au camp que j'appelle occidentaliste. C'est euratlantiste, mais ça comprend également la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Corée du Sud, le Japon, voilà quel est et puis plus ou moins des gens qui basculent d'un côté et de l'autre en fonction des circonstances, comme la Turquie, qui sont des gens peu recommandables. Je parle du gouvernement, je ne parle pas des Turcs eux-mêmes. C'est un pays qui est fascinant par ailleurs à bien des égards. Alors le fait, l'Ukraine nous montre bien que la Fédération de Russie est en guerre avec l'OTAN, et l'OTAN, c'est la majorité des pays européens. On a un nouveau d'ailleurs secrétaire général de l'OTAN qui est un ancien Premier ministre hollandais, un homme à l'esprit assez rigide, et qui s'est fini au bout de 14 ou 17 ans, de 14 ans je crois, de continuité dans l'exercice de ses fonctions, a fini par se faire éjecter par ce gros connard, il faut appeler les gens par leur nom, hein, ce gros connard, mais c'est ça qui est inquiétant pour l'avenir de l'OTAN. Ce gros connard voulait supprimer le cheptel bovin et plus de 5000 entreprises agricoles. C'est resté coincé en travers de la gorge des Hollandais, quand même, parce que les vaches pètent, hein, on le sait depuis longtemps, et ce sont des ruminants, et elles émettent des gaz à effet de serre. Sale bête, hein. C'est comme les bagnoles et comme les prolos qui, chez nous, roulent au diesel. Il faut dire qu'à une certaine époque, le diesel était moins cher que l'essence. Et maintenant, ça risque de changer. Voilà, alors voilà quel est le camp occidentaliste d'un côté. Alors on parle du Sud global, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Le camp occidentaliste se dénomme, se prénomme, se désigne lui-même, s'auto-congratule en se désignant comme la communauté internationale. Ça fait penser aux Inuits qui disent « nous les hommes », Inuits voulant dire homme. Il y en a d'autres au Proche-Orient, il y a des gens qui considèrent qu'ils sont les seuls bipèdes sur cette planète qui vaillent la peine de mériter attention, et quand l'un d'entre eux malencontreusement décède, c'est un drame non seulement national mais international. Et chez nous, c'est épouvantable. C'est tout juste si on ne déclare pas une mobilisation du pays tout entier pour pleurer, accompagner le deuil de ces pauvres gens qui ont dérapé au bord du trottoir. Je vais essayer d'être aussi bref que clair. Le vent semble, le monde s'enfle, enfin le monde occidental et occidentaliste semble emporté par un vent de tempête qui est un vent de folie. Les Occidentaux se sont persuadés, en ce qui concerne l'Ukraine, que quoi qu'il fasse, la Russie ne réagirait pas. Bon. Oui, bah, la Russie attend aussi, grignote tranquillement du terrain et attend dans le Donbass, et attend les élections américaines, voir ce qu'il en est et ce que cela change éventuellement. Toujours est-il que les Russes sont des gens patients, qui savent mesurer leurs coups. Je ne mettrai pas ma main au feu qu'il n'y aura jamais de réaction, réaction qui pourrait être cinglante. Maintenant, monsieur Netanyahou, lui aussi, ayant l'esprit embué, enivré par son orgueil incommensurable, sa chuspa, les anciens Grecs auraient parlé d'hubris, hybris. Je sais, je fais un peu, c'est le sommet de la francophonie, alors je fais un peu de mise au point terminologique et linguistique.
et emporté par son hubris, est persuadé qu'il peut tout casser, qu'il faut qu'il y aille, mais enfin bon, il ne peut pas y aller si les États-Unis ne l'accompagnent pas. Alors, on en est à débattre. Apparemment, il aurait quand même renoncé à l'option d'attaquer les centrales, les installations nucléaires de l'Iran. On lui dit que si on fouille au fin fond des montagnes, si on utilise une arme atomique, on peut démolir une montagne. C'est de l'ordre du possible. Alors maintenant, on essaye de le diriger, mais alors là, ça qui est inquiétant, beaucoup d'abrutis, d'imbéciles qui nous dirigent. Et je pèse mes mots en disant cela. Bon, il faut encore une fois appeler un chat et un débile mental, même si ça leur fait pas plaisir, mais ce ne sont pas des gens handicapés de naissance. Hein, c'est congénital sans doute, mais c'est aussi acquis, largement acquis et entretenu. Ils veulent attaquer les installations pétrolières de l'Iran sans se rendre compte que ça peut désorganiser complètement le marché mondial, que l'Iran fournissant du pétrole à l'Inde, qui elle-même rétrocède ce pétrole à l'Europe, déjà, nous allons souffrir un petit peu plus, comme après, la destruction des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, qui ont mis l'économie allemande à plat, et nous aussi, puisque tout est tenu maintenant dans cette Europe, qui est un vaste marché presque commun. Et puis la Chine s'approvisionne en Iran, qui est le 3e producteur mondial, je crois. Le second gazier et le 3e en pétrole, au moins pour les réserves. Le marché va être sans dessus dessous. Les Iraniens peuvent bloquer le détroit d'Ormuz, peuvent eux-mêmes en rétorsion détruire des installations pétrolières du Golfe, du Koweït, pas gazières du Qatar, parce que ils partagent les marchés avec le Qatar, donc le Qatar devrait être épargné. Mais enfin, tout ça sont extrêmement mauvais. Et alors, je vois sur ce LCI, nos hommes politiques se gargarisent avec ça. Le pétrole, il faut frapper là où ça fait mal, l'Iran. Frapper l'Iran là où ça risque de le secouer. Ben oui, ça va le secouer, mais nous aussi avec. Hein, comme Monsieur le maire qui voulait mettre l'économie russe à genoux, c'est la nôtre l'économie qu'il a mis à genoux. Et on ne sait pas, ça va être quand même une sacrée course à l'échalote que la discussion du budget en France. Ça risque d'être sportif. Euh, et, et je ne sais pas si on se sortira. Il cherchait 60 milliards. Moi, qu'on me demande, je sais tout de suite où les trouver, mais il faudrait donner un grand coup de pied dans la fourmilière. Et la fourmilière refuse affreusement et désespérément qu'on donne des coups de pied dans son bas-ventre. Voilà, l'argent, c'est pas dans la poche des contribuables ou dans leur bas de laine, dans leur épargne qu'il faut taper. Il faut taper là où il y a du parasitisme, et du parasitisme social, économique, financier. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Arrêtons de taxer le travail, le produit du travail, mais par contre, taxons par exemple, entre autres, le travail de l'argent. C'est pas du travail, le travail de l'argent. Hein. Ça s'appelle la spéculation. Quel est le rapport de force? Il est évident qu'Israël, alors on parle de 300 à 400 têtes nucléaires, c'est peut-être beaucoup moins. Hein. C'est du même niveau que la France, c'est-à-dire ça veut dire 180 têtes nucléaires, mais c'est déjà suffisant. Ils ont des missiles, entre autres les missiles Jericho, qui peuvent porter donc des vecteurs qui peuvent porter ces têtes jusqu'en Iran. Mais là, ça serait franchir un pas qu'apparemment même les Américains se refusent à sauter.
Et alors d'ailleurs, s'ils livrent une attaque, comment vont-ils faire? Parce qu'il faut qu'ils utilisent leurs F-35 restants. Paraît-il qu'une vingtaine a été détruite sur 39 ou 36 lors de l'attaque iranienne. Euh, les F-35, mais ils doivent être ravitaillés en vol. Il faut surveiller, survoler le territoire de plusieurs pays. La Jordanie, ça ne pose pas de problème. Mais il y a l'Irak, il y a aussi ou l'Arabie Saoudite, l'Arabie tout court. Et, et donc là, ça implique le monde arabe. C'est ce qui est grave. Peut-être y réfléchiront-ils à deux fois, ou alors ils utilisent des missiles, mais chargés conventionnellement, c'est tout à fait possible. Israël en a certainement la capacité. Maintenant, les Iraniens ont consommé, brûlé à peu près, paraît-il, 180 missiles balistiques, mais sur une réserve de 3000. Donc ils ont encore de quoi voir venir. Et Israël peut se faire du souci. Apparemment, Israël s'était aussi euh, imprégné de l'idée que, et moi c'était mon sentiment, et le sentiment, un sentiment très largement partagé par tous les observateurs, un peu aguerris ou avisés, que l'Iran ne répondrait pas. Mais l'Iran n'avait pas forcément le choix. Il a son opinion politique, je parle de la partie religieuse de la population, et puis il a les gardiens de la révolution qui pèsent extrêmement lourd dans le processus décisionnel. Donc il fallait qu'il y aille, ils y sont allés, et au lieu du simulacre du premier tour, de la première fois, là ça a été un coup de semonce, d'ailleurs un peu sévère, puisque quand les Israéliens nous annoncent que 95% des missiles ont été arrêtés par leur défense antiaérienne, antimissilière, vous pouvez en toute logique et avec un peu de bon sens diviser par 10. C'est-à-dire qu'ils ont dû en arrêter 10%, et c'est déjà pas mal. De même que lorsqu'ils annoncent qu'ils ont eu 11 morts au Sud-Liban dans les combats au sol, vous pouvez multiplier par 10. Ils ont eu plus de 100. Bon, mais le mensonge, là, c'est presque un pieux mensonge. Le mensonge fait partie de la guerre. Les mensonges beaucoup moins supportables sont ceux que nous débitent ou que déversent sur nos têtes et dans nos oreilles nos grands médias. Ça, c'est proprement insupportable. Ça va d'ailleurs beaucoup trop loin. On dit que c'est une fausse vidéo, que c'est un montage. Il a peut-être au petit coin, il avait été pris par une envie de pisser. Bon, puis ça a peut-être été pris à un autre moment, mais de toute façon, quand il y a une alerte, puis il était visiblement peu accompagné. Il y avait un garde du corps avec lui, ou alors c'est qu'il avait été véritablement très surpris. Bah, cette vidéo n'a rien d'exagéré, d'outrancière. On ne le voit pas avec la culotte sur les talons. Il se presse, il trottine vers le fond d'un couloir. Oui, c'est un homme pressé, mais M. Netanyahou, encore une fois, devait être tellement persuadé, s'était tellement auto-intoxiqué en pensant que les Iraniens ne réagiraient pas, et en toute logique, ils n'auraient pas dû réagir, eh bien, là a été pris de court, et puis surtout l'ampleur des frappes, l'ampleur de l'attaque. C'est pas une petite attaque et qui a touché au but. De toute façon, là, on est dans le brouillard le plus absolu. On a des indications, des informations, mais rien n'est confirmé. Normalement, je l'ai dit cité tout à l'heure, sur les hangars qui abritaient les F-35, ce sont des appareils qui coûtent plusieurs milliards d'euros, de dollars. Une vingtaine aurait été détruits sur les 36 ou 39 appareils dont Israël dispose. Ce qui n'est pas rien.
le, le siège du Mossad aurait été également touché. À un moment donné, on avait parlé d'une plateforme pétrolière, mais d'autres installations, enfin d'autres bases militaires ont été également visées et atteintes. Mais tout cela, encore une fois, reste hypothétique. Les rumeurs vont dans un sens et dans l'autre. Et dans l'autre, oui, comme dans l'eau, les algues s'étirent dans un sens et puis dans le sens contraire en fonction des vagues, des courants et des marées. L'image que j'ai utilisée au tout début de cet entretien, un vent mauvais, très mauvais, souffle sur le monde et surtout sur l'esprit de nos dirigeants qui sont totalement en dessous de leurs fonctions, qui n'ont ni l'intelligence, ni la culture, ni le caractère pour faire face à la situation. Il faut dire que les hommes qui seraient susceptibles de diriger les affaires existent certainement, mais ils sont refoulés, ils sont confinés dans l'anonymat le plus total et même la mort sociale. Les Européens, je l'ai dit, sont persuadés que les Russes ne bougeront pas, de même que emportés par leur élan, se sentant le vent en poupe et s'étant auto-convaincus, s'étant fortement convaincus que, je parle en Israël, que le moment historique était là, il y avait une fenêtre de tir que l'on ne retrouverait pas de sitôt. À la fois, nous sommes à un mois des élections présidentielles américaines, donc il y a une espèce de vacances de l'autorité du pouvoir mondial et qu'il faut saisir cette occasion pour foncer dans le tas et défaire l'Iran. Alors aux États-Unis, il y a une quantité de gens qui sont favorables, qui veulent, qui disent c'est le moment ou jamais. Et puis d'autres qui sont plus réalistes, qui disent oui, mais comment, avec quels moyens? Je dis toucher les installations pétrolières iraniennes, ça va entraîner de véritables catastrophes en cascade. Si le marché pétrolier de la planète est complètement désorganisé, si le détroit d'Ormuz, par exemple, 20%, la consommation de la planète, c'est 20% qui passe par le détroit d'Ormuz, 20%. Et en fait, le Japon, lui, c'est 70% de sa consommation. Donc, le Japon va aller au tapis aussi. Tout va s'arrêter. Enfin, je ne sais pas à quoi pensent ces gens. Et puis, avec quels moyens? Avec leurs missiles, leurs super missiles, ou avec de l'aviation. Mais l'aviation, ça pose toutes, toutes les éventualités posent des problèmes qui sont quasiment insolubles. Comment taper mais ne pas taper trop fort? Comment aller loin sans aller trop loin? Sans ne pas perdre la face tout en ne meurtrissant pas trop l'adversaire? Euh, voilà, c'est la quadrature du cercle. Hein. Il faut faire la part entre la rhétorique, les rhétoriques guerrières des uns et des autres, et puis la réalité du terrain. On demande aux militaires de mettre tout ça en musique, mais les militaires sont des gens qui, par destination, sont des gens prudents. Oui, c'est pas paradoxal ce que je dis, c'est exact. Ils savent qu'il y a un coût matériel, un coût humain, un coût financier. J'ai mis le coût matériel avant le coût humain. L'homme, ça se remplace et à leurs yeux, ça coûte pas forcément extrêmement cher. Et un coût humain, un coût moral, un coût politique, géopolitique, un coût dans le crédit. Et le crédit quand même de la Grande Amérique et de son 51e État, Israël, n'est pas très, la cote n'est pas très élevée. Même, je crois que c'est Moody qui vient de les décoter en matière financière. Les finances, on parle toujours des finances russes qui se porteraient affreusement mal. Je crois que les finances israéliennes, c'est pas terrible non plus. Hein. On demandera aux spécialistes des places de marché de regarder tout ça pour nous. Donc c'est très délicat d'agir, d'intervenir si on ne veut pas déclencher une guerre
une guerre à outrance, une guerre totale, si on veut limiter la casse en quelque sorte. Et il y a une petite partie du peuple israélien qui est tout bêtement laïque, laïcisée, et c'est sans doute celle qui, en grande partie, est opposée à Monsieur Netanyahou. Maintenant, il y a un fond religieux et messianique qui est indéniable. Monsieur Netanyahou se déclare ouvertement porteur du message vétérotestamentaire, c'est-à-dire biblique. Dans son entourage, on a encore rappelé que le véritable but de guerre, c'est pas de délivrer les otages comme on essaye de nous le faire croire. J'entendais encore ce midi, si les otages étaient libérés, il n'y aurait plus de guerre à Gaza, puisque M. Macron a eu quand même le bon goût, l'idée tardive, mais dont on peut le féliciter, de parler de supprimer les livraisons d'armes à Israël. Ben oui, si vous mettez plus d'essence dans le moteur finit par s'arrêter. Et c'est ce qu'aurait dû faire Monsieur Biden, qui toujours appelle au cessez-le-feu, au calme, à la pause, à tout ce que l'on veut, et continue à fournir toujours plus d'armes. Et Dieu sait que ces guerres, même si ce ne sont pas des guerres d'État à État, mais d'un État contre un peuple palestinien, sont extrêmement coûteuses. Alors ne parlons pas aussi des dômes de ferraille, des passoires de haute altitude qui s'appellent Arrow, la flèche, ou la fronde de David, étage intermédiaire, mezzanine, et puis dôme de fer qui est en fait destiné à arrêter les roquettes envoyées par les pétoires très artisanales du Hamas, par exemple. Je rappelle que les roquettes sont faites avec des bouts de tuyaux propulsés par d'autres tuyaux, des canalisations. Voilà ce contre quoi monsieur Netanyahou lutte, en nous faisant croire qu'il a en face de lui des hordes de huns féroces qui mettent leur steak sous la selle, qu'ils montent à cru, ou sous leurs fesses qu'ils montant à cru, et qu'ils vont dévaster la seule et unique et véritable démocratie de l'Orient, défendue par l'armée la plus morale du monde. Ouais. Mais oui, c'est ce qu'on essaie de nous faire avaler, c'est fou. Mais c'est ce que nous avalons. Alors, bravo à Monsieur Macron, pour une fois, c'est rare, c'est exceptionnel, que je le félicite, mais c'était au sommet de la francophonie. Il faut dire que la francophonie, ça rejoint votre première question, est quand même largement représentée par ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, le monde en développement, et qui n'est pas particulièrement tendre. Ceux qui ont refusé massivement, je parle de l'Afrique, de se faire vacciner, ils avaient déjà été échaudés par tous les essais qu'on avait fait sur eux lors du Covid, et qui s'en sont beaucoup mieux sortis que nous autres. Voilà, donc il était bien obligé de faire des concessions, au moins de pure forme. Il les a faites, mais aujourd'hui, ça déchaîne, vous allez voir ça. Les médias sont déchaînés contre lui. Comment un chef d'État peut-il dire des choses pareilles? Voilà, un chef d'État ne devrait pas parler comme ça. Suivant la très jolie sentence de notre monsieur Hollande, sous-équipé en neurones. Sinon, on va conclure en disant que réellement, une épée de Damoclès est suspendue au-dessus de nos têtes. L'anniversaire du 7 octobre arrive, c'est dans 2 jours maintenant. J'espère que la vidéo paraîtra avant. Et on ne sait pas quelle va être la réaction d'Israël, même si
le peuple hébreu est bridé par les États-Unis, même si on leur met des garde-fous, ces gens sont capables, j'ai parlé de folie tout à l'heure, M. Netanyahou et son équipe sont capables de passer outre et de déclencher, alors là pour le coup, puisque certains le veulent, le souhaitent, l'appel de leur vœu, déclencher Armageddon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Nous sommes à une croisée des chemins, un moment crucial. Crucial, c'est la croix, le mouvement de la croix. J'espère que l'humanité ne sera pas crucifiée cette fois-ci, ni plus tard.